Aujourd'hui, je reçois Gabrielle Bertrand de l'association La Belette. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente donc de l'association. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste cette démarche associative? Alors, on a créé une association qui est une association de protection de la nature. Et en fait, on est parti d'un constat qui était le fait que dans le Lot, dans le Tarn-et-Garonne, enfin dans tous les départements environnants aussi, on n'avait pas du tout de structure qui était capable d'accueillir les animaux sauvages en détresse, donc qu'ils soient blessés, malades ou orphelins, pour les soigner et ensuite les remettre dans la nature. Donc moi, c'est le milieu où j'ai travaillé ces dernières années, c'est le milieu des centres de sauvegarde de la faune sauvage, du coup, qui sont les seules structures en France qui sont habilitées à prendre les animaux sauvages en détresse et à leur donner, en gros, une seconde chance. Et en fait, on a vraiment cette grosse zone blanche en France où il n'y a aucun moyen de venir en secours aux animaux sauvages. Et on est parti de ce constat-là et c'est pour ça qu'on a créé l'assaut en sachant que l'assaut a aussi une volonté de sensibiliser et d'éduquer à tout ce qui est protection de la nature, protection de l'environnement, bonne cohabitation avec la faune sauvage, et parce que c'est lié, quoi qu'il arrive, au fait de porter secours à des animaux sauvages en détresse. Et donc voilà, c'est ça l'historique de pourquoi on s'est créé. Et à l'heure actuelle, du coup, on est en train de monter un centre de sauvegarde de la faune sauvage dans le sud du département du Lot. D'accord. Et en fait, quand on parle de la faune sauvage, euh, ça regroupe quoi comme espèce approximativement, au moins dans la région? Alors, dans la région, c'est des centaines et centaines et centaines d'espèces. On ne pense pas forcément, mais en fait, en France, on a une biodiversité qui est particulièrement riche, qui est vraiment extraordinaire. Que ce soit des espèces d'oiseaux, on a beaucoup d'oiseaux, que ce soit les oiseaux qui sont résidents à l'année ou les oiseaux migrateurs. On a une énorme diversité de rapaces, par exemple. On est vraiment dans les départements de France où des ornithologues, des fois, vont pour observer du grand-duc ou du circaète, qui est une sorte d'aigle qui est spécialisé dans la chasse aux serpents. Enfin, vraiment, on a une grosse diversité. Surtout aussi ce qui va être chauve-souris. Par exemple, on est le département qui a le plus d'espèces de chauves-souris en France. C'est des espèces qui sont protégées et qui ont un intérêt écologique et environnemental qui est énorme. On a vraiment une très belle diversité. Et à côté de ça, bah, on a peu de moyens à l'heure actuelle de lui venir en secours localement de manière pratique. Donc, nous, au niveau du centre de sauvegarde, on ne fera pas de discrimination. Donc, le but, c'est d'accueillir toutes les espèces, quoi qu'il arrive, du moment qu'on les trouve en France métropolitaine, naturellement. Donc, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, euh, toutes les espèces de vertébrés terrestres, hein. On ne pourra pas prendre en charge les mille pattes, mais voilà, c'est vraiment le but, c'est de pas discriminer. Si quelqu'un se retrouve face à un animal sauvage en détresse, bah, on sera là pour apporter une solution, quelle que soit l'espèce. Et justement, quand on est particulier, quelles peuvent être les actions immédiates à effectuer quand on est voilà, au contact direct d'un animal dit sauvage, qui peut être en danger, bien Ouais. sûr, j'entends. Alors, on fait un gros travail d'éducation parce que c'est parfois très compliqué quand on n'est pas dans le milieu en tant que tel, de savoir c'est quoi, par exemple, un animal en danger, c'est quoi un animal en détresse, à quel moment il faut intervenir, à quel moment il faut pas intervenir. Donc, pour toute rencontre, on va dire, avec la faune sauvage normale, si c'est un animal qui va bien, bah, profiter du spectacle et puis observez-le et apprécier cette rencontre. Après, s'il y a un doute, sur le fait que cet animal ait peut-être besoin d'aide. C'est un jeune, je suis pas sûre ce soit normal qu'il soit dehors tout seul ou des choses comme ça. On a déjà lancé un service de médiation. Donc, on a un numéro de téléphone que je peux donner d'ailleurs tout de suite, hein, Alors, c'est le 07 88 64 15 41. Et on fait une permanence tous les jours, 7 jours sur 7, pour répondre aux questions des gens déjà. Donc, savoir si, est-ce qu'un hérisson que j'ai vu en pleine journée, c'est normal ou c'est pas normal? Est-ce qu'un petit merle qui est pas trop volant mais qui est par terre dans mon jardin, c'est normal, c'est pas normal? Est-ce qu'il faut que j'intervienne? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Souvent, en voulant faire du bien, on fait plus de mal que de bien. Et c'est un peu un problématique de l'humain, c'est on a terriblement envie d'aider, mais parfois on n'a pas les bonnes clés pour savoir aider correctement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on agit déjà et on peut nous contacter et on est vraiment, on va orienter. Après, si c'est vraiment un animal qui nécessite
des soins, qui est vraiment en détresse, euh, on va essayer de s'organiser pour avoir une prise en charge sur des centres de sauvegarde. Malheureusement, à l'heure actuelle, les centres de sauvegarde sont très loin. Donc, par exemple, à Toulouse ou jusque dans l'est enfin, dans l'ouest, pardon, du Lot-et-Garonne. Donc, c'est compliqué d'organiser une prise en charge et aussi, ça veut dire que, il y a beaucoup de pertes en chemin, malheureusement. Beaucoup d'animaux qui survivent pas pendant ces longs trajets ou jusque transport. Mais on essaye de s'organiser pour que les gens ne se retrouvent pas coincés, en gros, avec un animal sauvage sur les bras. Donc voilà, ce service de médiation, on l'a déjà mis en place, même si actuellement, on est en plein dans les travaux, donc on ne peut pas encore accueillir les animaux. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, en plus avec le fait que l'on soit informé, on ne peut pas dire que, à moins de sortir d'une grotte et de prendre l'information au vol à notre époque, qu'est-ce qui fait qu'il y ait si peu d'infrastructures pour les animaux sensibles, sauvages? Il y a une seule solution simple et c'est l'argent, hein. Ce qui pose problème, c'est vraiment l'argent. C'est des structures qui ne sont pas, à l'heure actuelle, financées par l'État. Donc, il n'y a pas de subvention d'État. Il peut y avoir des subventions locales. Donc, et ça va être très, très, très variable. C'est pas pour rien, par exemple, on a beaucoup plus de ces structures en région Nouvelle-Aquitaine qu'en région Occitanie, par exemple. C'est parce que la région Nouvelle-Aquitaine donne des subventions à ce type de structure. Donc ça va être extrêmement variable géographiquement suivant l'endroit où l'argent est placé. Et après, c'est un modèle associatif. C'est forcément soigner des animaux sauvages, c'est jamais rentable. On fonctionne forcément à perte. Donc, si le soutien de la population, le soutien des gens, les donations, les adhésions ne suivent pas, malheureusement, c'est très difficile de faire fonctionner ces structures. C'est un investissement énorme. Nous, le centre de sauvegarde qu'on est en train de monter, c'est presque 180 000 euros quand même d'investissement. Donc, il y a quand même toute cette problématique-là qui fait que ça bloque la création de plus de ces structures, alors qu'en effet, il y a un vrai besoin, les gens sont de plus en plus sensibilisés, les structures existantes sont surchargées, mais toutes, c'est catastrophique en centre de sauvegarde à l'heure actuelle. La plupart des centres, ils font plus 10 à 20% d'accueil tous les ans. Et du coup, forcément, les équipes ne suivent pas, les infrastructures ne suivent pas. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait plein de petits centres de sauvegarde un peu partout en France. Et le problème, c'est un problème récurrent, hein, qui n'est pas que lié à ce milieu-là, mais là, vraiment, c'est l'argent qui bloque. Et quand on parle d'intervention par rapport au règne des animaux sauvages, donc de la faune sauvage, est-ce que par hasard l'occupation de l'espace tel que nous, humains, nous la concevons avec une réduction de l'environnement naturel hein, des espèces, quel est l'impact en fait direct sur eux? De toute façon, c'est très simple, hein. La plus grosse problématique à l'heure actuelle sur la faune sauvage, au moins, surtout en France métropolitaine, c'est la destruction du territoire. Ça, de toute façon, c'est la destruction et la fragmentation du territoire. Le fait que justement, on ait de plus en plus une occupation de ce territoire et pas forcément une occupation raisonnée, parce qu'on peut cohabiter avec la faune sauvage en ayant des activités humaines. On peut essayer de justement faire un usage raisonné de ce territoire. Le but, c'est pas de séparer l'humain de la nature, mais d'avoir vraiment une conscience que la nature qui nous entoure, elle est d'une richesse formidable. Et ça, à l'heure actuelle, on a un gros impact. On a un très très gros impact. On a des populations de beaucoup d'espèces qui sont en chute libre. On en entend souvent de plus en plus parler dans les médias, par exemple, du hérisson. Le hérisson qui est quand même une espèce que tout le monde connaît, tout le monde voit ce que c'est un hérisson, on en a dans le jardin, assez mignon et tout. Et les effectifs des hérissons en France, tout porte à penser qu'ils sont en chute libre. Alors, je dis pas que l'espèce va disparaître d'ici 10 ans, on n'est pas dans un... Mais on est quand même dans des états qui sont assez catastrophiques. Les oiseaux chantent, ce qu'on appelle les oiseaux des jardins. Pareil, les effectifs sont en chute libre. Et là, pour le coup, c'est la raréfaction des insectes, qui est la deuxième plus grosse problématique après la destruction du territoire, c'est la disparition de la nourriture. Parce que forcément, si on réduit les territoires et qu'en plus on utilise des produits chimiques à outrance, forcément les insectes ne sont plus là, les plantes dont vont se nourrir les animaux ne sont plus là, et il y a toute cette biodiversité qui s'écroule.
Et puis, bah, à chaque fois, c'est ce qu'on dit, on parle d'une chaîne alimentaire ou d'une chaîne trophique, on retire un maillon, bah, il y a toute la chaîne qui s'écoule derrière. Donc, c'est vrai qu'on a un constat, quand on est dans ce milieu-là, qui est assez catastrophique à l'heure actuelle. C'est dur de garder le moral tout le temps. Des fois, on a un petit peu le côté de waouh, c'est pas réjouissant. Après, c'est extrêmement motivant parce que du coup, avoir le pouvoir de se dire on va être capable de sensibiliser des gens et d'essayer de changer les mentalités, bah, c'est très, très, très motivant, forcément. Pour revenir sur la notion de nourriture, quelles pourraient être les actions à faire et ne pas faire quand on est un particulier qui n'est pas forcément suffisamment informé, qui va voir un animal dit sauvage et qui va essayer de le nourrir tout naturellement? Est-ce que c'est positif ou au contraire, est-ce que c'est involutif pour l'animal? Alors, en effet, c'est une mauvaise. Ça part d'une bonne intention et en fait, sur le long terme, on a de plus en plus, en plus, en plus d'études qui prouvent que c'est contre-productif. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de raisons qui expliquent cela. Déjà parce que la nourriture qui est fournie à la maison, par exemple, mettre des croquettes à un hérisson ou certaines graines des graines de tournesol à des oiseaux, c'est pas une alimentation qui est suffisamment riche et qui correspond vraiment à leurs besoins métaboliques. Donc, surtout sur du long terme, en fait. Sur du court terme, c'est une alimentation qui peut aller, mais pas sur du long terme. Donc, déjà, l'alimentation n'est pas correcte. Ensuite, on regroupe, en fait, des animaux et on les rend dépendants d'un endroit, ce qui fait qu'à la fois, on risque d'avoir des animaux qui reviennent toujours à ce même endroit et qui sont dépendants de ce site-là, et à la fois une concentration anormale d'animaux à cet endroit-là. Et qui dit concentration anormale d'animaux, bah, si on a plein, plein, plein d'oiseaux qui vont sur la même mangeoire, bah forcément, il va y avoir plus de propagation de maladies. Et à l'heure actuelle, on a une vraie problématique sur les oiseaux, que ce soit bah, avec la grippe aviaire, on parle beaucoup, mais même avec des maladies qui sont moins catastrophiques, du genre des salmonelloses, la trichomonose, c'est des maladies, c'est ce qu'on appelle, nous, des maladies des mangeoires, en fait. Parce que c'est vraiment ça, on va avoir un oiseau contaminé qui va se nourrir dans la même mangeoire que plein d'autres, et du coup, tout le monde repart avec la maladie derrière. Et cette capacité des mangeoires de disséminer les maladies, on se rend compte que bah, c'est très, très, très problématique. Il y a aussi le fait que justement l'animal est dépendant d'un site de nourrissage précis, surtout sur les jeunes, c'est catastrophique. Parce que du coup, au lieu d'apprendre à chasser, au lieu d'apprendre à trouver eux-mêmes leur nourriture, ils vont se rendre dépendants de l'homme. Et le jour où l'homme n'apporte plus la nourriture, parce que qui ne part jamais en vacances ou qui ne va jamais un jour oublier de mettre de la nourriture à disposition, ben on se retrouve avec un animal qui est incapable de s'alimenter correctement. Donc il y a plein, 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 plein de raisons qui font que hors cas particulier et hors période particulière, des fois, on peut recommander, par exemple, s'il y a énormément de gel très prolongé, ça peut être bénéfique, en effet, de mettre quelques graines dans le jardin pour les oiseaux. Mais hors vraiment des cas particuliers comme ça, faut mieux éviter. Vraiment. C'est plus contre-productif qu'autre chose. Par contre, ce qui reste toujours utile, c'est mettre de l'eau à disposition. On a surtout avec les périodes de sécheresse qu'on a de plus en plus tous les ans, on a énormément de problèmes sur la faune sauvage. Des fois, on a des espèces qui ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver de l'eau en quantité suffisante pendant l'été. Donc, mettre des gamelles d'eau, mettre des petites bassines, alors toujours avec un système pour sortir si jamais on a un animal qui tombe dedans. Il faut jamais que ce soit quelque chose de trop profond sans avoir une porte de sortie, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose qui est toujours bénéfique, à condition de vider et nettoyer régulièrement ces bassines. Toujours pareil pour éviter les propagations des maladies. Et après, ben, en fait, pour des particuliers, la meilleure chose à faire pour favoriser la faune sauvage, c'est que si on a un jardin, si on a n'importe quoi, un petit espace, c'est de laisser un coin sauvage, en fait. C'est vraiment un coin où on ne va surtout pas utiliser de produits phytosanitaires, on va surtout pas, on va pas tondre, on va pas ramasser les feuilles mortes, on va pas agir, on va juste laisser ce coin tranquille. Ça peut être une grande partie du jardin, comme ça peut être juste un espace assez restreint. Et tout de suite, ça va être un espace où les insectes vont pouvoir se développer correctement. Du coup, où les musaraignes, les oiseaux, les hérissons vont pouvoir revenir, vont pouvoir s'installer, vont pouvoir faire leur nid. Et c'est vraiment ce qui aide le plus à l'heure actuelle. C'est vraiment de pouvoir
permettent d'avoir des espaces de vie aux animaux sauvages. Et par rapport à ces espaces de vie, euh, comment faire justement quand on se retrouve, par exemple, on se promène, on l'a vu tout à l'heure par rapport aux soins aux animaux. Quelles sont les actions à faire, par exemple, si en se promenant, on croise un animal blessé ou en état de fragilité? Est-ce que l'on doit avoir une action physique, le prendre, ou essayer de faire en sorte de joindre un responsable de centre spécialisé? Alors, c'est toujours mieux d'essayer d'appeler avant. Toujours. Parce que bah, c'est comme je le disais, c'est des fois on va avoir des cas qui vont être vus comme de la détresse qui n'en sont pas. Et ça, c'est très, très, très préjudiciable. Je prends un exemple qui est d'actualité, là, à l'heure actuelle, on est en mai. En mai, on a les naissances des faons. Les faons de cerfs ou de chevreuils, etc. Et les faons, très souvent, on va avoir des particuliers qui se promènent, qui trouvent un faon couché dans l'herbe, qui pensent que c'est un animal en détresse, que c'est un bébé qui a été abandonné, et qui le récupèrent et pour l'amener en centre de sauvegarde. Alors que non, pas du tout en fait. C'est la biologie de cette espèce-là, c'est le petit, il naît avec un pelage cryptique, du coup qui se dissimule bien dans l'environnement et avec pas d'odeur pour ne pas attirer les prédateurs. Et en fait, il reste couché dans l'herbe dans un coin toute la journée et juste la mère vient l'allaiter que de temps en temps en faisant bien attention de ne pas attirer l'attention sur lui. Donc, trouver enfant, c'est normal. Après, trouver enfant, mais par exemple, il a des traces de sang sur le museau, ou on a vu un chevreuil mort pas très loin avant, on se dit, ah, si jamais c'est la mère, si jamais c'est pas la mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, l'idéal, ça reste de contacter un centre de sauvegarde de la faune sauvage avant d'intervenir. Bon, après, on peut avoir des cas où la détresse, elle est évidente. Je sais pas, je pense par exemple si on a un oiseau à altère avec une aile qui fait un 360 degrés parce qu'elle est cassée, parce qu'il y a une fracture ouverte. Dans ce cas-là, bon, on peut intervenir physiquement, mais vraiment toujours, toujours essayer de joindre un professionnel en amont, c'est toujours plus simple. Et après, pour intervenir, de toute façon, l'idéal, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'il faudrait que tout le monde ait ça dans sa voiture et tout le monde ait ça à proximité, c'est d'avoir un carton. Un carton, une paire de gants de jardinage et une serviette. C'est vraiment les trois équipements indispensables. On jette la serviette sur l'animal, on ramasse le paquet avec des gants, hein, toujours, et on le met dans un carton au calme, en attendant d'avoir des instructions supplémentaires. C'est vraiment, voilà, il y a pas plus que ça à faire. C'est vraiment les équipements, vraiment, serviettes, gants, carton. Avec ça, en général, on peut parer à beaucoup d'animaux sauvages en détresse qui ont besoin d'aide. Quand on parle d'animaux sauvages, mais également de centres de soins, on parle d'animaux sensibles. Qu'est-ce que c'est exactement un animal sensible? Je ne parle pas d'espèce, pas d'espèce sensible. Qu'est-ce que c'est exactement? Une espèce sensible, c'est les espèces qui sont dont en fait, alors on parle d'espèces sensibles à deux niveaux, parce que sensible, suivant qu'on est écologue ou suivant qu'on est plus du côté bien-être animal, on n'a pas du tout la même notion. Donc, espèces sensibles, au niveau de l'écologue, ça va être des espèces dont la population se porte mal, donc qui subissent des menaces particulières et dont les effectifs ont tendance à diminuer fortement. C'est des espèces sur lesquelles, des fois, on va avoir des plans d'action, donc au niveau régional, national, international, des plans de sauvegarde, pour essayer justement de redynamiser les populations. Donc, par exemple, les chauves-souris. Les chauves-souris, en France, sont des espèces sensibles à ce niveau-là, qui sont toutes soumises à un plan national d'action pour essayer de justement redynamiser les populations, enfin presque toutes, non, il y a quelques espèces qui en pas, mais pour essayer de redynamiser les populations et d'essayer de faire en sorte que les populations arrivent à perdurer. Après, ce qu'on appelle un animal sensible en tant que particulier, c'est un animal qui ressent, bah, qui ressent de la douleur, qui ressent de la souffrance, qui ressent des émotions. Et ça, c'est quelque chose sur lequel bah, on a relativement peu d'informations sur la faune sauvage. On ne sait pas justement. Il faut toujours éviter de faire de tomber dans le pied de l'anthropomorphisme et de se dire ah l'animal il ressent ça ou forcément bah il faut éviter de faire trop de parallèles avec nous.
Après, on a suffisamment d'informations. Aujourd'hui, on sait que oui, tous les animaux sauvages, là, qu'on va trouver en France, tous les vertébrés sauvages, sont capables de ressentir de la douleur, sont capables de ressentir du stress, sont capables de ressentir de la peur, de l'angoisse, des choses comme ça. C'est des choses qui sont prouvées, je veux dire, qui n'ont plus à être prouvées. Dire l'animal c'est une machine, là on revient à Descartes à des centaines d'années en arrière. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. On sait que les animaux qui nous entourent, c'est vraiment des animaux qui ont des émotions qui leur sont propres, qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres et qui sont pas forcément transposables à nous, notre manière de voir le monde, mais qui ont des émotions qui leur sont propres et qui ont une manière de ressentir et d'apprécier leur environnement qui leur est propre et qui mérite d'être respecté. Et la notion de la douleur, la notion de la peur, toutes ces choses-là, ça mérite justement de faire en sorte que bah, on agit sur le bien-être animal et qu'on essaye de résoudre ces problèmes-là au fur et à mesure. Aujourd'hui, l'association couvre différents plans d'action, la découverte, les formations, mais également la défense judiciaire en cas de problématique, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire la partie défense judiciaire, c'est que bah, malheureusement les actions de d'atteinte malveillante à la faune sauvage, aujourd'hui en France, elles sont laissées impunies dans quand même une énorme majorité des cas. C'est quelque chose qui est extrêmement dommageable. Et bah, récemment, par exemple, l'association a porté plainte conjointement avec la LPO Lot sur le cas d'un milan royal qui avait été braconné, qui a été tiré, du coup, de manière complètement illégale. Tous les rapaces en France sont des espèces protégées. Et les milans royaux, c'est une espèce qui subit un énorme déclin et qui est justement soumise à un plan national d'action. C'est une espèce sensible au niveau écologique, voilà, très, très. Et cet animal, du coup, a été tiré a vraiment subi des souffrances assez inimaginables quand on voit les trajets que les plombs ont fait dans le corps. Et du coup, on est allé porter plainte à l'OFB, on a signalé l'endroit où cet animal avait été trouvé. L'OFB a lancé une enquête. Ces enquêtes, malheureusement, elles aboutissent très rarement à une inculpation. Parce que, ben, on le sait, on a trouvé l'animal tiré, à moins de prendre la personne sur le coup. Mais au moins, il y a un effet de sensibilisation qui est fait par le fait de porter plainte. C'est symbolique, on communique dessus. On dit, regardez, c'est pas impuni si ces actions-là sont faites. On communique aussi sur le fait que bah, des fois, on peut avoir des gens qui ne sont pas au courant, de leur dire, n'oubliez pas que c'est des espèces protégées, que vous risquez gros quand même en faisant ce genre d'action. Justement, ça, on va dire entre guillemets, ça met un petit coup de pression de dire, on ne va pas fermer les yeux sur ce type d'exaction. On ne ferme pas les yeux sur ce type d'exaction, on porte plainte. Après, des plaintes parfois aboutissent plus dans des cas de détention illégale. Parce que là, pour le coup, on sait qui est la personne à l'origine de la détention. Surtout ce qui va être affaire de braconnage, affaire de pollution, ces choses-là. Malheureusement, c'est très rarement qu'on aboutit à une inculpation, mais pour nous, c'est vraiment, voilà, il y a un côté symbolique et un côté éducatif même à dire ceci, c'est pas normal, et il n'est pas normal que ces choses-là se fassent et se fassent impunément. Donc c'est pour ça qu'on agit aussi sur le côté juridique. Et l'importance aussi de proposer des interactions et des formations. Donc là, vous intervenez vers un public et de manière à divulguer aussi l'information. Comment ça marche? Alors, c'est justement le but, c'est quand même avant tout de favoriser la cohabitation entre l'humain et l'animal, hein. C'est vraiment la base de l'association. Oui, on veut fonder un hôpital pour les animaux sauvages, mais plus les gens sont éduqués à une bonne cohabitation avec les animaux, moins il y aura d'animaux qui se retrouveront en situation de détresse et qui auront besoin d'être pris en charge. En centre de sauvegarde, on a entre 75 et 80% des animaux qui arrivent pour des causes anthropiques. Donc vraiment directement liées à l'activité humaine. Et justement, le but d'éduquer, le but de sensibiliser, c'est d'éviter que les animaux se retrouvent en situation de détresse, c'est d'éviter que l'environnement se retrouve en situation de détresse. Donc nous, la partie éducation, sensibilisation, elle est extrêmement importante. Alors, comme on est à gérer plein de trucs de front, pour l'instant, on l'a fait déjà un peu sur Internet, en partenariat avec l'association État Sauvage. On a déjà présenté 2 webinaires de 1 heure à peu près chacun, l'un sur la prise en charge des animaux sauvages en détresse et l'autre sur plus ciblé sur le hérisson d'Europe.
donc sur comment protéger ces animaux, apprendre à mieux les connaître, etc. Donc on fait aussi bien des choses en distanciel comme ça que des événements en présentiel. Donc ça, on essaye de le développer un peu plus, mais bon, on est limité sur le fait que c'est un peu dur d'être à l'eau et au moulin en même temps à l'heure actuelle. Et justement, faire des animations pour tout public sur identifier un animal en détresse et savoir comment réagir si on en trouve un. Voilà, expliquer que c'est normal de trouver un bébé chouette au sol, par exemple, ces choses-là. On fait aussi, on a prévu cet été, par exemple, de faire des animations en partenariat avec la ville de Montcuq en Quercy-Blanc. Au plan d'eau, pareil, faire des animations, faire ce type de sensibilisation. On essaye de tenir des stands aussi. Ça permet de faire connaître l'assaut, mais ça permet surtout d'échanger avec les gens et de partager des bonnes pratiques. On voit bien que quand on tient un stand, en général, on a énormément de gens qui viennent vers nous en disant ah bah par exemple moi j'ai des chauves-souris dans mon grenier et puis je sais pas où j'ai des fouines dans mon grenier ou ce genre de choses-là. Et voilà, gérer cette bonne cohabitation de dire bah en fait ça peut être une chance d'avoir ces animaux-là chez soi, même s'il y a des petits désagréments. On les minimise pas les petits désagréments. Oui, une fouine chez soi, souvent ça va faire du bruit et il va y avoir des odeurs, c'est sûr. Mais il y a des moyens de s'arranger pour minimiser ces désagréments. Et à côté de ça, c'est une vraie chance sur beaucoup d'autres choses. Une fouine, c'est un redoutable chasseur de rongeurs. Ça évite tout ce qui peut être infestation par des souris, par des rats, surtout si on a des animaux domestiques comme des poules où il y a de la nourriture qui traîne. Ça va permettre de bien aider à ce niveau-là. Donc voilà, c'est toujours cette cohabitation, elle est bénéfique pour tout le monde et elle est magnifique. Et c'est juste qu'il faut pouvoir l'encourager, il faut pouvoir donner aux gens les clés pour bien la comprendre et bien l'apprécier. Et ça, pareil, faut pas hésiter à nous contacter. S'il y a des problèmes de cohabitation dans la maison, dans le jardin, autour de chez soi, des problèmes avec une espèce, on se dit ouais, mais ça fait des dégâts quand même un petit peu, faut pas hésiter. Et nous, on sera toujours là pour échanger là-dessus, pour essayer de donner des bons conseils. Il y a plein de tips qu'on peut mettre en place. Par exemple, si on a des nids d'hirondelles sur la façade et que on est embêté parce qu'il y a beaucoup de fientes, il suffit juste d'installer une petite placette en bois en dessous des nids qui vont récupérer les fientes et d'éviter que la façade soit abîmée derrière. Voilà, il y a plein de petits conseils comme ça qu'on peut donner pour vraiment essayer de faire comprendre aux gens cohabiter avec l'animal et cohabiter avec le sauvage. En fait, c'est une vraie chance. C'est incroyable. Et on essaye de favoriser ça au maximum. En fait. Aujourd'hui, quelles sont à peu près les espèces les plus en difficulté, en fragilité dans notre écosystème? Alors, celles qui sont en plus grande difficulté, c'est des espèces que malheureusement on ne prend pas en charge chez les insectes. C'est les insectes. C'est les populations d'insectes, alors pas que en France, mais en France sont en chute libre. C'est catastrophique. Sauf que forcément, les insectes, c'est la base de l'alimentation de la plupart des espèces sauvages. Tous les petits passereaux qu'on voit dans notre jardin, les petits rouges-gorges, les petites mésanges et tout, si on leur retire leurs insectes, ils n'ont plus rien à manger. Les petits hérissons, les petites musaraignes, justement, dont je parlais avant, si on leur retire leurs insectes, ils n'ont plus rien à manger. Donc en fait, avec l'effondrement des insectes, enfin des insectes, je dis les insectes, c'est les invertébrés de manière générale, avec l'effondrement des populations d'invertébrés, c'est l'effondrement de tout le reste qui suit derrière en fait. Donc c'est extrêmement problématique parce que les insectes ont un capital sympathique qui n'est pas extraordinaire. Donc c'est dur de sensibiliser les gens sur ces espèces-là. Alors qu'en fait, en sauvegardant ces espèces-là, on sauvegarde tout. On sauvegarde tout le monde. Donc, nous, on essaye souvent de mettre l'attention sur des espèces, justement, je parlais du hérisson, qui ont un fort capital sympathie, parce que c'est hyper adorable, un petit hérisson, c'est charmant. En plus, c'est un animal qui se laisse facilement observer. Donc, justement, pour bien comprendre ce côté cohabitation avec la faune sauvage, c'est le candidat parfait. Et derrière, ça nous permet de dire, bah ouais, mais si vous voulez protéger le hérisson, il faut protéger les invertébrés. Le hérisson, il a besoin des invertébrés. Et donc, on a besoin justement, des fois, de jouer avec des espèces qui sont plus ou moins sympathiques, on va dire, entre guillemets. Alors que bon, tous les animaux ont leur place, hein, techniquement. Mais pour essayer de sauvegarder, parce que si on n'a plus la base, si on n'a plus les invertébrés, de toute façon, on n'a plus rien. On le sait très bien, on en parle souvent avec les abeilles, de dire que si les abeilles disparaissent, dans 40 ans, on n'a plus de nourriture. Et c'est pas une surestimation, c'est vraiment les invertébrés, on en a besoin pour tout. On en a besoin pour polliniser. Ils sont vraiment une base de la chaîne alimentaire. Et forcément,
si on arrive à les favoriser, ben, on arrive à favoriser toutes les espèces qui suivent derrière. Donc, techniquement, on ne les prend pas en charge parce que le soin sur insectes, c'est un peu compliqué à faire. Je sais retaper des ailes de papillon, mais c'est à peu près la limite supérieure de ce que je sais faire. Mais au moins, on essaye de sensibiliser. Et puis, en mettant l'accent sur des espèces plus sympathiques, en disant, bah, regardez, la petite fauvette, le petit rouge-gorge, le petit merle, bah, si vous voulez qu'il ait quelque chose à manger, il faut garder ses coins sauvages, il faut arrêter d'utiliser à outrance des pesticides, il faut arrêter toutes ces pratiques qui sont hyper dommageables pour toute la chaîne trophique au final. Eh bien, merci infiniment, Gabriel, pour ces belles informations et surtout cette démarche qui est avant tout de la protection et de la sauvegarde de l'espèce, des espèces, de la faune qui nous entoure et qui nous aident hein, à leur manière à vivre. Et on sait très bien que sans eux, nous ne sommes plus rien. C'est sûr, c'est Ils, sûr. ils contribuent au fait de notre existence, comme le règne végétal. Et ça reste encore aujourd'hui des grands oubliés autant les uns que les autres. C'est un peu le problème. C'est pour ça qu'on essaye de remettre ces problématiques-là sur le devant de la scène en disant, bah, n'oubliez pas, bah, la faune sauvage, la faune, la flore, ça fait partie du vivant tout autant que l'humain. Et tout autant que l'humain, ils ont leur place, et tout autant que l'humain, ils méritent d'être là et ils méritent d'être protégés. Eh bien, en tout cas, merci infiniment, Gabriel. Je rappelle à tout le monde l'association La Belette. Je mettrai tout le descriptif en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker. L'association en a besoin. Elle a besoin de votre soutien, quel qu'il soit. Elle a besoin de bénévoles de par la France, de par le monde, et aussi de susciter des passions, des intérêts, mais également une responsabilisation collective. C'est sûr. Et merci beaucoup pour cette interview parce que justement, ça nous permet de présenter nos actions. Donc, merci. Mais en tout cas, merci infiniment, Gabriel. Et je vous dis à tous au revoir et à très vite. Au revoir, Gabriel. Au revoir.